L'invité aujourd'hui s'appelle Loïc Rojoin. Bonjour Loïc Rojoin. Bonjour Bastien. Un CV rapide quand même, comédien, metteur en scène, prof de théâtre, directeur de théâtre, formateur. C'est ça, c'est bien. C'est ça. J'ai oublié animateur radio pendant quelques années Pendant aussi. quelques années, une bonne quinzaine, oui. Oui. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de l'aspect qui vous... comment on peut relier tout? Vous voyez, le spectacle vivant, Oui, c'est un peu tout ça qui gère et qui génère tous ces trucs-là. exactement. Et Dieu sait si c'est important que ce spectacle soit vivant en ce moment, voire même vibrant. Voilà, spectacle vibrant peut-être. On peut Oui, dire. alors justement, de spectacle vibrant, nous allons reparler dans quelques instants, parce que si vous êtes ici, et c'est parce que au Théâtre des Beaux-Arts, jusqu'au 18 avril, c'est la dernière ligne droite pour aller voir une pièce assez étonnante qui s'appelle Caché au creux d'un matelas. C'est en plus tiré d'une histoire vraie, qui vous concerne directement, une belle histoire que vous racontez sur scène. C'est l'histoire rapide de Jacques, un quincaillier, nous sommes en 1940, qui reçoit régulièrement donc des clients. Les Allemands ont débarqué, et le fait que les Allemands aient débarqué donne lieu à des ragots, des histoires extraordinaires. Et Jacques décide de raconter ces ragots. Au début, personne ne croit vraiment à son projet, mis à part lui, et puis finalement, le projet prend corps, et notamment avec l'intervention de Daniel, un lycéen étudiant au lycée Montaigne, qui lui est dessinateur. Et puis, bien évidemment, ce manuscrit finit par faire parler, parce que... et il faut le cacher au creux d'un matelas, d'où le titre de la pièce. Voilà. C'est ça, exactement. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ce manuscrit, vous l'avez, et c'est votre grand-père qui l'a écrit. Oui, tout à fait. Ouais. Jacques, puisqu'il s'agit de lui, était en effet quincaillier Cour d'Albret à Bordeaux. C'est très ancré localement. On est à Bordeaux, on est au début de l'été, donc les Allemands sont arrivés au début du mois de juillet. Et ce qui est formidable, c'est que de se rendre compte que même à cette époque-là, sans IA, sans réseaux sociaux, eh bien les ragots, c'est humain les ragots, c'est-à-dire que les humains adorent se mettre en valeur en grossissant les faits, en racontant parfois tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'internet. Et pourtant, il raconte absolument tout et n'importe quoi. Mais ce qui est terrible, en plus, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Nous, on voit ça avec le recul. Mais ce qui était absolument extraordinaire, c'est de se rendre compte des histoires absolument abracadabrantesques que les gens imaginaient. Ça fait presque sourire, alors que la situation, elle, ne donnait absolument pas lieu à sourire. Exactement. Ouais. Ce qui fait sourire, c'est l'énormité des... Alors, on va pas tous les dire parce que ça déflorerait un peu le spectacle. Ouais. Mais donc, en plus... Mon grand-père avait un certain sens de l'humour, donc il se délectait à les recopier donc dans une sorte de cahier à l'époque. Il pensait pas en faire encore un livre, mais il les recopiait avec beaucoup d'humour. Et en plus, quand il rencontre donc ce jeune de 15 ans, Daniel, bourré de talent, qui a jamais pris un cours de dessin et qui pourtant dessine à merveille, et quand ils se rencontrent, les deux, 42 ans, ou 40 ans à peu près à l'époque, et 15 ans pour collaborer, vous voyez, c'est très intergénérationnel, comme on dirait maintenant. C'est ça. Ils font un livre désopilant, mais pas que. C'est-à-dire que, évidemment, plus les temps passent, ils vont faire ça pendant 2-3 mois, maxi. Ils vont travailler ensemble du milieu de l'été à l'automne. Ils vont faire plus de 100 pages, quand même, au total. Et puis, ça devient dangereux parce que, évidemment, ils se moquent énormément des Allemands. Ça, ils prennent cher, comme on dit maintenant. Les Allemands. Alors, justement, dans la mise en scène que vous proposez au Théâtre des Beaux-Arts, il y a la projection de quelques-uns des dessins, donc de ce jeune dessinateur, qui sont de sacrées caricatures. Fallait oser à l'époque, faire des trucs comme ça déjà. Et ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas vraiment compte, ni Jacques, ni Daniel, ils se rendent pas vraiment compte que c'est extrêmement dangereux. Et on s'est appuyé sur notamment des messages de Radio Londres, parce que Radio Londres commence dès l'été, et qui dit attention, tout document attentatoire à l'image de la Wehrmacht, c'est
c'est exécution, hein, c'est-à-dire que on les emmène au fort du A et puis ça va très très vite. Et donc ça, ils s'en rendent compte un peu tard et ils se disent « Oh mon Dieu, oui, c'est extrêmement dangereux ce qu'on est en train de faire. » Alors qu'eux, ça les fait poiler, ils s'amusent comme des fous. Oui, il y a un moment où on dit où le jeune Daniel dit « Mais attendez, on va pas me tuer pour un coup de crayon quand c'est même. » C'est exactement ça, Ouais. voilà. Et ça résonne avec Charlie Hebdo, hein, un peu, hein, quand on entend ça. On va pas nous tuer pour quelques coups de crayon et une caricature. Et pourtant, bah si. oui. Eh bah si. Et donc là, par contre, alors il y en a un qui est très jeune, qui est en plus un peu chien fou, qui est donc Daniel, et qui dit ça, il dit on fait rien de mal. Bah si, oui. Et Jacques, lui, qui est père de famille à l'époque, qui a déjà 3 enfants en bas âge, et ma grand-mère en attend un 4e, mon oncle Daniel, qui est toujours vivant. Et là, Jacques dit non, ça rigole plus là, parce que moi je sais pas si ça mérite vraiment que mes gosses grandissent sans papa à cause de ça. C'est une des répliques de la pièce. Et donc, ils vont prendre cette décision. Ils vont dire on arrête assez rapidement en fait. Fin septembre, début octobre, ils vont dire on arrête et on va le cacher au creux d'un matelas. Et ce qui était aussi extraordinaire, c'est que c'est votre grand-mère qui, au départ, n'était pas du tout d'accord avec le projet de son mari, qui, à un moment donné, lui dit « Mais c'est génial ce que tu fais, continue », et qui lui propose même de le cacher. Voilà. C'est elle qui trouve la cachette dans le matelas. Qui dit « Il faut pas le détruire, parce que s'il n'existe pas, on n'en fera rien. » Et aujourd'hui, c'est parce qu'il a été caché et non pas détruit qu'on en fait quelque chose. Voilà. Donc comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'était un secret de famille? Est-ce que, au contraire, c'était une sorte de Graal que personne n'osait toucher un peu à mi-chemin entre les deux. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on va pas tout spoiler, mais le livre est après resté dans notre famille, sur une étagère. C'est ma maman qui en avait la garde, on va dire, parce que c'est elle qui avait fait la couverture en cuir repoussé. Et donc, moi, je l'ai toujours vu sur des étagères dans notre famille. Miracle quand même, hein. Nous on a déménagé 14 fois en 20 ans, hein. Et le livre il est intact quasiment, hein. Il est en mauvais état mais il est quasiment intact, les dessins en tout cas sont intacts. Et donc on n'en faisait rien parce que vous savez, la génération de nos parents aimait pas beaucoup remuer toute cette époque-là. Ils voulaient oublier tout ça. Et on m'a même dit, non, on n'en fera rien par respect pour ce jeune homme qui est mort, parce qu'on va le dire, oui, il est mort, Daniel est mort, ça se sait assez rapidement. Oui, mais on dit pas comment, on dit pas pourquoi, tout, et puis on parle pas de Monsieur Dubreuil. Voilà, exactement. Mais toujours est-il que, alors, c'est un peu ça. Moi, je le voyais sur une étagère, je demandais de temps en temps à le regarder, mais c'était un peu subversif. On me disait, oui, d'accord, mais 10 minutes, hein, tu regardes pas plus longtemps, quoi. Et donc, il est resté comme ça. Et puis, les années ont passé. Et puis, il y a deux ans maintenant, Sandrine Albaud, une journaliste de France 3, qui est une amie par ailleurs, faisait en 2024 une série de très beaux reportages, d'ailleurs, que vous pouvez voir en ligne, sur Bordeaux pendant l'occupation. Et puis, il lui en restait 2 à faire. Et puis, je lui parle de ce bouquin. Elle me dit, écoute, tu vas pas y couper là, on va en parler. C'est désolé, mais ça va te tomber dessus. Ça va te tomber dessus. Ouais. Et ça nous est en effet un peu tombé dessus. C'est-à-dire que c'est passé en ligne. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel buzz fait autour de ce reportage. On a reçu, on en parlera peut-être après, mais on a reçu des offres d'édition, beaucoup, en pagaille. En une semaine, on a reçu 3 offres très intéressantes d'édition. Et puis, l'édition prenant du temps, j'ai dit, il nous reste encore un oncle qui est vivant, un fils de Jacques. Moi, je vais en faire un spectacle en attendant. Voilà. Et donc, on a fait un spectacle. Et puis, on est surtout rentré en relation avec la famille de ce jeune illustrateur, parce qu'on ne les connaissait pas. Ces gens-là, la famille Dietlin, on ne les connaissait pas. Et donc, on est rentré en relation, ce qui m'a beaucoup aidé pour faire le spectacle, parce que on a cherché comment ces deux-là s'étaient rencontrés. On savait pas du tout comment ils s'étaient rencontrés. Donc, on avait plusieurs pistes, etc. Et on a avancé comme ça. Et ça a été une jolie collaboration. Attention, le mot collaboration peut prendre plusieurs aspects. Oui. C'est une collaboration artistique. Mais ça a été une très jolie collaboration artistique avec cette famille-là, qui est ravie qu'on rende hommage à ce jeune homme aujourd'hui, comme on rend hommage à ce grand-père aussi. C'est vrai que c'est un spectacle que vous avez coécrit, que vous avez également mis en scène, qui est d'une sobriété absolument remarquable. Vous arrivez à changer de décor juste avec quelques éléments, c'est de façon très très simple. Ouais. C'est à la fois une mise en scène dépouillée d'une redoutable efficacité, parce que c'est le public qui lui fait son travail d'imagination. Exactement. Et ça, c'est assez étonnant. Une lumière de qualité, une musique qui tient sa place. Ouais. Voilà. Enfin, c'est vraiment très très beau spectacle. C'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir, Loïc, sur C6 Radio, pour que vous nous parliez donc de ce spectacle caché au creux d'un matelas. Il faut courir le voir, ce spectacle, parce que vous l'avez évoqué, Loïc, tout à l'heure, ça fait écho à pas mal de choses qu'on entend régulièrement, et
cette espèce de petit bruit Oui, dans c'est ça. l'air. C'est ça, Cette exactement. dissonance qui fait que Exactement. c'est un spectacle porteur. Eh oui, parce que et d'ailleurs on a reçu beaucoup de collégiens parce que c'est au programme du collège évidemment. Et pour nous c'était important de leur montrer jusqu'où ça va cette petite tentation du on n'a jamais essayé. Vous savez qu'on entend un peu partout. Bah si, la preuve ça s'est fait et ça a été catastrophique, absolument catastrophique. C'est un bas mot que de dire ça. Donc c'était important pour nous. Alors on peut le prendre à plein de degrés ce spectacle. Ça peut être simplement l'histoire de deux hommes dans un contexte très difficile. Ça peut être en effet un petit coup de projecteur sur ce qui s'est passé. Ça peut être l'aventure de ce livre, c'est vrai, qui est incroyable quand même. L'histoire de ce livre est exceptionnelle. Oui, c'est très très étonnant, ouais, parce Ouais. que c'est à la fois un spectacle, une histoire de famille. Exactement, Dingue, ouais. exactement. Donc voilà, il y a plein de biais sous lesquels le regarder. Et ce qui veut dire que pour nous, c'était des enjeux assez différents, parce qu'il y avait un enjeu artistique, bien sûr. Je crois qu'on l'a relevé. Et puis il y avait un enjeu familial pour moi, mais il y avait aussi un enjeu historique. Il fallait pas qu'on raconte n'importe quoi. On avait commis quelques petites erreurs qui ont été très vite corrigées, parce qu'on avait un ou deux profs d'histoire dans la salle ou deux historiens même qui nous ont dit hop hop hop, ça c'est pas possible. Donc on l'a corrigé. Et maintenant on a rempli cet enjeu aussi, ouais. Il y a aussi cet aspect historique, cet aspect de mémoire, cet aspect de transmission. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Dubreuil. Oui. Eh oui. Voilà, et qui fait partie des gens qui, eux, ont assez rapidement changé de camp. Choisi leur camp, Ouais. exactement, ouais. Mm. Et ça aussi, c'est intéressant, vous voyez. Donc c'est un collabo, bien sûr. Hein, on va vite le comprendre. Hein, et c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans les collégiens qu'on a reçus, il y en a qui nous ont dit, mais c'est fou quand même. Comment on peut faire ça? Comment on peut devenir comme ça? Et entre eux, ils ont trouvé les réponses. Et on a rien eu à répondre. Et c'était bien qu'ils fassent ce travail-là, là aussi, pour se demander comment on peut basculer. Et puis il y en a un qui a dit, moi je me rappelle pendant le Covid, donc ils sont pas bien âgés, hein, mais ils se rappellent il y a 5 ans. Ils ont dit, je me rappelle, il y avait des gens qui appelaient pour dire que leurs voisins n'avaient pas mis de masque. Et ben voilà comment ça repart. Et ils se sont dit, ah oui, donc c'est pas si loin que ça. Ben non, c'est pas si loin que ça, et ça peut malheureusement très vite repartir, ce genre Ouais, de choses. c'est à la fois une histoire lointaine, une histoire très très proche, avec des échos tout à fait différents. Un petit mot quand même sur l'avenir de ce bouquin, parce que ça a donné lieu à une pièce de théâtre, donc, mais on peut pas en rester là, c'est pas possible. Alors, les tractations avec les maisons d'édition, et particulièrement une maison d'édition, sont en cours, mais en très bon cours. Voilà, on ose espérer que, au moment où je vous parle, on est en très très bonne voie pour que ce livre voie le jour et soit édité en fac-similé. Hein, donc, ce sera ni plus ni moins qu'une photo du livre existant, parce qu'il faut rien en changer. C'est d'une beauté absolue, d'une simplicité là aussi absolue. Hein. C'est vraiment du papier d'époque, avec de l'aquarelle d'époque et l'écriture de mon grand-père à la plume d'époque. Hein. C'est vraiment, voilà, il y a pas eu deux, hein, il y en a qu'un. Et de ce fait-là, oui, il faut que ça existe. Et puis, c'est ce genre de document en ce moment qui refait surface un peu partout. J'ai appris qu'il y a 3-4 ans, on avait réédité un très beau manuscrit qui s'appelle Carnet de route d'un gosse des tranchées. C'est un gamin qui s'est engagé dans la Première Guerre mondiale, qui malheureusement n'a pas vécu très très longtemps, le pauvre, et qui pendant le temps où il était là-bas a fait un très beau carnet, écrit et dessiné, pareil, dans les tranchées. C'est un instant de vie terrible. Donc c'est beau ces témoignages, parce que comme vous le disiez très justement tout à l'heure, tout s'éloigne. Hein. Et là, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on leur en parle, ils disent oh là là, c'était il y a très longtemps, ça c'est en train de s'effacer un peu de la mémoire. Et quand ils voient le spectacle, ils me disent ah, mais en fait, c'était avant-hier, quoi. C'était il y a pas longtemps, quoi. Et en plus, quand ils voient que ça se déroule à Bordeaux, que c'est Place Gambetta, au Quinconce, etc., ça les saisit encore plus. Et puis de voir que dedans, il y a un jeune de 15 ans qui, après, voilà, va suivre son parcours là-dedans, ça les émeut énormément et ça les touche beaucoup. D'autant que maintenant, on peut multiplier tout ce qui est délation, etc., par 10, par 100, par 1000 avec les réseaux sociaux. Évidemment. Donc on se Évidemment. retrouve là dans une actu très, très brûlante. Et la force des fake news, on a parlé avec les élèves, là on a parlé de mensonges et vérité, réalité ou fiction,
Quand est-ce que c'est bien de s'en servir? Par exemple, pour faire un spectacle, on met forcément de la fiction, ou alors, voilà, c'est très néfaste si on raconte des bêtises sur son voisin, etc. Donc c'était très intéressant. À aujourd'hui, avec l'IA, les dessins, les photos dont on croit qu'elles sont vraies et qui ne le sont pas, c'était très important pour eux de parler de ça, de vérité. Qu'est-ce qui est bon dans la vérité? Qu'est-ce qui est bon dans la fiction? Qu'est-ce qui est bon dans la... Voilà. Et donc c'est terriblement d'actualité parce qu'Arago aujourd'hui fait encore plus de mal qu'avant parce qu'il est diffusé mondialement en 2 minutes, quoi. Voilà. Et quand on est artiste comme vous, comédien, metteur en scène, auteur, professeur de théâtre, j'aime bien, directeur de théâtre, formateur. Cycliste, champion cycliste, évêque. C'est ça, t'es très très bon pâtissier aussi. Enfin, bon, voilà. Comment vous savez ça? Mon petit doigt, c'est mon petit doigt. C'est important quand on est artiste, pour faire simple, de être porteur justement de ce genre de message. C'est une mission. Pas forcément, je pense. Là, très honnêtement, hein, ça s'est imposé à moi. Hein, ça m'est quasiment tombé dessus. Hein, et puis je pouvais pas trop y échapper. Hein, je pouvais pas trop dire oh ben non, tiens, je vais peut-être pas le faire. Donc oui, ça m'est tombé dessus. Mais je pense que on est de plus en plus des vecteurs importants de tout ça, même si on fait rire. Notre société est tellement dans un changement incroyable dont on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, que ce soit au niveau du numérique, de l'économie, des mentalités, etc., que le regard des artistes est souvent permet un peu plus de recul. Et c'est ce qu'ont fait ces deux hommes. Ils ont pris ça avec de l'humour, alors qu'ils étaient quand même, ils étaient envahis littéralement par les Allemands, et ils ont pris le recul de l'humour. Je trouve que notre époque, s'il n'y a pas les artistes en ce moment, elle manque vite de recul et de vision un peu distanciée, quoi. On a tous la tête dans le guidon. Avec quelqu'un comme Trump, on a une intox toutes les 2 minutes 30 à peu près qui est diffusée dans le monde entier. S'il n'y a pas des artistes pour prendre un peu de recul, et notamment aussi les dessinateurs de presse et tout ça, il n'y a plus beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Un petit mot quand même sur les 2 personnes qui vous accompagnent sur scène, parce qu'ils font un sacré boulot. Il y a bien sûr celui qui joue le rôle de Daniel. Il s'appelle Alexandre Patin. C'est ça, exactement. Jeune comédien qui sort du cours Florent, 21 ans. Et... plein d'avenir, si je peux me permettre. Absolument. Et puis, avoir du talent, c'est une chose, il en a. Mais être ce qu'on appelle un bon camarade de jeu, c'est encore très précieux. C'est-à-dire que c'est un garçon en plus qui est... adorable, humain, plein de jugeotes, il a amené beaucoup d'idées dans la mise en scène, etc. Et puis ça doit lui parler aussi, cette histoire-là, lui, à titre personnel. L'engagement, on voit que chez les jeunes maintenant, c'est quelque chose de très important, qu'ils ont parfois du mal à raccorder avec des choses concrètes. Et là, ça lui a porté ce personnage-là, ça a été super. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, et plein de talent. Et une autre personne sur scène avec vous qui joue... Combien de rôles? Alors là, elle doit en jouer une 12aine. Voilà. Elle a un spectacle qui s'appelle Cartable où elle en joue une 17. Donc elle adore ce genre d'exercice. D'accord. Okay. Et elle est multipasse, comment on dit? Elle est multipasse, oui, c'est ça. Multipasse. Non, c'est une comédienne absolument hors pair. Gloria Dakeja. Ouais. Elle est formidable. Nous, on l'avait connue par le biais de ce fameux spectacle qui s'appelle Cartable, qui est à voir aussi au Théâtre des Beaux-Arts à la fin du mois de mai, enfin dans le courant du mois de mai. C'est une actrice formidable. Voilà, elle passe d'un rôle à l'autre. Pour tout vous dire, dans son spectacle Cartable, elle c'est la vie d'une institutrice de septembre à juin, et elle fait tout. Elle fait donc l'institutrice, elle fait les élèves, la directrice, l'inspecteur, la directrice, l'inspecteur, les parents d'élèves, etc., etc. Et on voit tout. C'est ça qui est incroyable, c'est ce qu'on voit aussi dans le spectacle. Elle passe d'un rôle à l'autre et on comprend tout, quoi. Et oui, tout de suite. Il suffit juste qu'elle change un petit élément de sa personne et hop, tout de suite, on est absolument ailleurs. Donc c'est pour ça, en plus, c'était un magnifique travail d'acteur autour de cette pièce. J'aimerais revenir sur la façon dont vous avez financé ce spectacle, puisque vous avez lancé une coproduction avec 83 donateurs du financement participatif. C'était la condition sine qua non pour que ce spectacle voit le jour? Eh ben oui, parce que là aussi, alors on va pas pleurer sur nous-mêmes, mais un petit peu, allez, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Non, mais c'est compliqué. Oui, la situation de la culture en ce moment est compliquée, que ce soit en termes de spectacle public
parce que toutes les subventions sont en train de disparaître les unes après les autres, ou en tout cas d'être très, très, très amenuisées. Et puis, pareil pour le financement privé aussi, parce qu'en règle générale, un spectacle, il se finance comment après? Il se finance par les ventes, quand on vend ce spectacle, acheté par une municipalité, par exemple, par le centre culturel d'une municipalité, comme vous en connaissez toutes et tous. Sauf que là, l'argent des municipalités en ce moment diminue aussi, donc l'achat de spectacles diminue aussi. Là où une compagnie pouvait vendre 30 dates à peu près dans une saison, elle en vend péniblement 10, et puis les budgets ont diminué aussi. Donc quand vous arrivez avec un prix de spectacle pas du tout exorbitant, mais on vous dit « Ah, est-ce qu'on pourrait voir un peu moins ?» Et puis ça négocie, alors que avant ça ne négociait pas. Donc c'est peut-être normal, mais en tout cas c'est compliqué. Donc on a fait appel aux personnes qui aiment, alors soit qui aiment ce qu'on fait en règle générale, nos projets, etc., soit alors des gens qu'on ne connaît pas du tout. Mais on a lancé ce financement participatif. Alors je ne vous cache pas que le sujet a énormément permis et aidé de toucher les gens. Et les gens nous ont beaucoup dit, écoutez, là, le sujet est tellement dingue, le projet est tellement super, et tellement extraordinaire et attractif que oui, on a envie de vous aider pour que ça voie le jour. Ouais. Et ça a permis effectivement à ce spectacle de voir le jour, mais ça dit quand même une chose que vous avez évoquée, c'est la situation très très compliquée pour le monde de la culture. Et pourtant, pour commencer, vous avez dit heureusement que les artistes sont là. C'est vrai que là, on vit une période très très compliquée. Vous êtes parce que vous avez déjà passé la période très compliquée du Covid. Le public n'est pas forcément revenu, en tout cas dans les mêmes jauges que celles qu'on avait connues avant Covid. Est-ce que là, on est en train de vivre une deuxième période très, très compliquée? Alors, oui, elle est très compliquée. Moi, je pense par contre qu'on a toutes nos cartes à jouer face à l'IA, justement. J'en discutais hier soir là, avec des personnes qui me disaient toutes, et des personnes d'univers très différents, qui me disaient toutes, face à l'IA, qu'est-ce qu'il va falloir défendre? C'est l'humain et le partage humain. Et le spectacle vivant, c'est ça. L'IA ne pourra jamais faire l'équivalent d'une salle pleine de gens côte à côte qui vibrent en même temps, avec des gens sur scène qui sont fragiles, qui se trompent, qui bafouillent, peut-être, qui ont peut-être un trou de mémoire, mais c'est ça qui est beau. C'est ce partage humain dans une même salle. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser absolument, c'est cet instant magique de partage humain dans une même salle, en fait. Oui, l'IA ne pourra pas non plus faire un manuscrit comme celui de votre grand-père. Non plus. Ça, c'est une évidence. En revanche, on vit quand même dans une société où il faut être rapide, efficace, où on ne prend pas le temps, y compris pas le temps forcément d'aller au spectacle, mais il faut le prendre. Est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? Parce que l'IA permet d'aller tellement vite, tellement efficacement, qu'au bout du moment, il y aura une sorte, on va dire, de paresse intellectuelle. Je pense pas, moi. Je pense que au bout d'un moment, oui, bien sûr, ça va prendre une place immense dans nos vies, on se rend compte au quotidien, mais justement, face à ça, si on n'a plus du tout le partage humain, si on n'a plus du tout l'instant de fusion, que ça soit pour un concert, que ça soit pour un opéra, que ça soit pour du théâtre, etc. Il y a même quelqu'un hier soir qui m'a dit, moi, ça y est, j'ai pris la décision, je ne regarde plus un film sur une plateforme ou quoi que ce soit, je vais au cinéma pour être à côté d'autres gens dans une même salle, avec le noir qui se fait, etc., etc. Et pourtant, là, on n'est plus sur des spectacles vivants, mais le vivant, il est dans la salle. Et je pense que à un moment, on est quand même tous humains, et bien sûr qu'il y en a qui... Vous savez, il y a très peu de gens qui vont au théâtre en France, pour X raisons. Ouais, mais... J'ai retenu un chiffre, 12% des gens vont au théâtre, et sur ces 12%, 60% sont en région parisienne. Oui, et c'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse offre à Paris, très diversifiée. Donc, vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup en province. Mais quand même, les gens qui y vont, là, on a la chance avec ce spectacle-là. La salle est pleine, archi pleine. Ça fait vraiment plaisir. Et on voit dans leurs yeux que, autant que le spectacle, ce qu'ils ont apprécié, c'est l'expérience qu'ils ont vécue côte à côte ensemble. Et ça, il y a beaucoup de gens pour le dire. Et il faut sortir de chez soi, parce qu'en effet, sinon, vous vous rappelez de ce dessin animé Wall-E de Walt Disney, où l'humain est devenu gros dans un fauteuil qui bouge tout seul et avec une télécommande à la main. C'est ce qui nous attend, c'est-à-dire, j'ai rien contre les gros, je n'ai rien contre les gros, je n'ai rien contre les gros, mais on va tous finir, ce que je veux dire, c'est qu'on va tous finir un peu hébétés, à ne plus rien savoir faire et à plus rien partager avec celui ou celle
qu'on aime et avec qui on apprécie vivre des choses. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aller avec des copains à un concert, que d'aller avec des amis au théâtre et que d'en parler après, quoi. Et si ça n'existe plus, bon, moi je pense, alors je suis un optimiste vraiment absolu, mais je pense que oui. Mais par contre, attention, ça veut aussi dire que nos métiers doivent se bouger et se réinventer pour aller chercher les gens. Il faut pas qu'on reste sur nos acquis en disant, oh ben les gens vont venir. Non, c'est plus dur qu'avant, parce qu'en face, il y a qui? Il y a Netflix, il y a etc. où on est dans son fauteuil, on n'aime pas, on regarde 3 minutes, on zappe, on en prend un autre. C'est une consommation. Donc il faut qu'on se bouge, il faut qu'on aille chercher les gens, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on fasse vivre autant une expérience aux gens que parce que sinon ce sera la même expérience que de rester sur son canapé. Donc non, il faut avec le confort en moins peut-être, hein, de rester chez soi et d'aller aux toilettes quand on veut, chercher une bière quand on veut, etc. Et il faut qu'on crée une expérience hors norme, voilà, et quelle qu'elle soit. Mais il faut qu'on se bouge, nous, dans la culture aussi. Ah ouais, cela dit, vous êtes entre le marteau et l'enclume. D'un côté, vous avez des spectateurs qu'il faut arriver à convaincre. De l'autre, vous avez des personnes qui vous disent, ah oui, mais non, je peux pas vous aider, je peux pas vous subventionner, je peux pas vous donner d'argent. Ouais, donc dur. Là, c'est compliqué. Ouais, hein. C'est dur. Et puis, il y a un autre marteau et une autre enclume aussi. Je vais rater celle-là. C'est les artistes, c'est normal, qui voient une société qui va pas très très bien et donc ils s'expriment là-dessus. Et d'un autre côté, des spectateurs qui parfois nous disent, vous savez là, on n'a pas le moral, donc on n'a qu'une envie, c'est de rire, de se marrer. Et donc, nous, il faut qu'on fasse rencontrer les deux. C'est-à-dire que les artistes doivent aussi se demander comment ils vont parler de certaines choses, intenses, profondes, sociétales, etc., mais en n'oubliant pas que les gens ont besoin de... Ça me rappelle un film, ça. Ah, oui. Lequel? Aussi, je sais plus le nom, ce spectateur qui arrête tout d'un coup une représentation d'un théâtre complètement, d'une pièce absolument Yannick de Quentin Dupieux. Et c'est vrai que ça dit quelque chose une réalité, oui. Oui, c'est plus du tout gagné que les gens viennent. C'est plus du tout gagné. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça, il faut qu'on s'inquiète un peu de ça, parce que sortir de chez soi, payer une place voire 2 places de théâtre, plus un parking, plus une babysitter, etc., c'est un budget. Et les gens ont besoin, c'est normal, hein, aujourd'hui, un sou est un sou, donc de se rassurer parfois pour... voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour leur plaire. Voilà, on n'est pas TF1, on n'est pas là pour se demander ce qui va leur plaire et le faire, mais il faut se demander, tiens, comment on peut les faire venir, comment on peut attiser leur curiosité, qu'est-ce qu'on leur offre en plus, et c'est là où on est sur l'expérience, je crois, moi. Et ça veut dire effectivement que même au niveau de l'écriture, hein, notamment celle de votre spectacle, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, ou qui doit être en permanence, quelque part dans le coin de votre tête, en disant, oui, non, là, je ne peux plus écrire aujourd'hui un spectacle comme il y a 10 ans. Exactement. Et c'est Vincent Cassel qui le dit dans une interview, qui dit, on lui demande est-ce que votre métier a changé, il dit non, ce qui a changé c'est les spectateurs, parce que maintenant ils sont aussi beaucoup plus aguerris, ce qu'ils voient sur Netflix ou autre plateforme va très vite, on est très vite informé, et là où il y a un chiffre tout bête, hein, là où on mettait avant 20% d'une histoire dans l'acte d'exposition, on explique, maintenant ça, en 10 secondes ça doit être fait, le spectateur doit savoir où il est, ce qui se passe en d'à peu près 10 secondes, parce que sinon il s'ennuie, et donc oui, il faut aller plus vite, il faut être très alerte dans ce qu'on propose aux gens, parce qu'en plus, nous, on n'a pas tous ceux avec quoi le cinéma nous drague, c'est-à-dire les effets spéciaux, la musique. Surtout le cinéma américain, quand même. Oui, quand même. Oui. Ils ont un certain art là, en la matière. Et puis le montage, les scènes qui vont très vite, qui sont coupées, pam, ça va, une image dure 3 secondes maintenant dans une production américaine, à tout casser. Voilà. Et donc, il faut pas qu'on joue aussi vite que ça, mais il faut qu'on se demande comment on les garde avec nous. Il faut... effectivement avoir cette nécessité-là. Le temps du théâtre d'avant n'est pas le temps du théâtre aujourd'hui. Exactement. Il faut faire aussi avec l'évolution des spectateurs et des pratiques. Et des pratiques. Donc, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il est prévu que ce spectacle caché au creux d'un matelas, que vous pouvez voir jusqu'au 18 avril au Théâtre des Beaux-Arts, donc sera repris en janvier de l'année prochaine. C'est ça. Est-ce qu'il va tourner entre-temps ? Alors entre-temps, ce sera peut-être un peu juste parce que les saisons sont déjà faites dans les communes, etc. Mais le but, c'est de le faire beaucoup tourner après. Et je ne vous cache pas que l'atout majeur en plus, c'est qu'on peut s'adresser beaucoup aux collégiens. Donc il y a beaucoup de municipalités qui sont intéressées par ça, évidemment, avec quelque chose qui n'est pas rasoir. Donc voilà, là aussi, pour les faire venir des 15 ans au théâtre, il faut que ça booste quand même. Donc
Donc on essaie de... Voilà, et puis je ne vous cache pas que dès qu'il voit ce jeune de 15 ans sur scène, alors Alexandre n'a pas 15 ans, mais il fait tout jeune. Il est inspirant, en tout cas, ce personnage. Inspirant, oui, voilà. Et tout de suite, ça les capte. Et jusqu'à la fin, ils ne mouftent plus parce qu'ils suivent les aventures de ce jeune qui sont, malheureusement ou heureusement, ses aventures à lui. Ouais. Merci beaucoup, Loïc Rojoin, auteur, acteur et co-metteur en scène donc de Caché au creux d'un matelas, une pièce de théâtre que vous pourrez voir jusqu'au 18 avril au Théâtre des Beaux-Arts. Je vous le disais tout à l'heure, il faut se ruer pour aller voir ce spectacle. D'abord parce que c'est un bon moment, ensuite parce que ça raconte une belle histoire de famille, celle de Loïc, et puis ça donne aussi à réfléchir sur les périodes que nous sommes en train de vivre et de traverser. Juste un dernier mot. Tout dernier. En effet. C'est fini. Il y a beaucoup de représentations complètes déjà pour cette semaine. Il reste quelques places, mais les places pour janvier seront mises en vente très vite à la fin de l'été. Donc vous pourrez réserver en priorité. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Loïc Rojoin, et bonne continuation et vive le spectacle vivant. On peut dire ça comme ça? Ah oui, je vous y encourage. Oui. Merci.